Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir invité à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, bien entendu, puisque pendant 40 ans, je me suis préoccupé de médecine humanitaire. Lorsque mon collègue et ami Georges Casimir m'a invité à parler, je me suis demandé, mon Dieu, est-ce que j'ai bien des compétences pour parler de cela? Je n'ai pas fait de médecine d'urgence, j'ai essayé de faire mon travail le mieux possible. Et puis je me suis rendu compte, notamment en voyant les définitions Wikipédia et autres livres, que l'aide humanitaire consistait en une forme de solidarité et de charité, qu'elle concernait les populations pauvres, sinistrées, que les besoins divers de ces populations, notamment, étaient importants en matière de faim, en matière de santé, et qu'on distinguait dans l'aide humanitaire l'aide d'urgence et l'aide au développement. Rattaché à l'université et à une ONG, je vous parlerai exclusivement de l'aide au développement, n'ayant pas de compétences particulières pour vous parler de l'aide d'urgence. Le médecin humanitaire, que doit-il faire? Il doit soigner dans un contexte de crise et de pauvreté, de mettre en place des programmes de prévention. Et le terme de prévention est un terme très important, puisque la médecine humanitaire est plutôt tournée vers la prévention. Mettre aussi en place des programmes de développement des soins, former des équipes médicales sur place et être recruté par une organisation non gouvernementale. Ayant lu et relu ces mots dans les livres et à Wikipédia notamment, je me suis dit, mais oui, au fond, en 1972, j'ai été engagé par le CEMUBAC, je vais en parler tout de suite, et depuis lors, je me suis préoccupé de la situation des ONG, y compris des ONG universitaires. Mon exposé se limitera à vous parler dans le cadre de la coopération belge. Je voudrais vous montrer qu'à travers la coopération belge, il y a moyen pour nos ONG, pour nos universités aussi de s'impliquer dans la médecine humanitaire. Ça n'est pas facile, il y a toujours bien sûr des espèces de blocus entre les différentes institutions, mais je crois qu'il y a moyen tout de même. Alors pour rappel, simplement, la coopération belge a d'une part une coopération gouvernementale bilatérale directe. Cette coopération, elle est préparée et financée par la DGD. Elle s'intéresse au développement humain. Elle a pour objectif de lutter contre la pauvreté et elle est essentiellement exécutée par la coopération technique belge. Par contre, dans la coopération non gouvernementale ou bilatérale indirecte, les projets sont cofinancés par la DGD, mais préparés et exécutés par des acteurs indirects. Les ONG, les universités, l'IMT, les organisations syndicales et bien d'autres. Donc nous sommes dans la situation d'une coopération non gouvernementale et vous verrez qu'il y a moyen, à travers notamment les ONG et la coopération universitaire, d'essayer d'avoir une démarche de type universitaire associant soins, recherche et formation. J'ai donc été engagé en 1972 par le CEMUBAC, qui est l'ONG de l'Université libre de Bruxelles, qui a développé et qui continue à développer un modèle de coopération qui est le suivant, peut-être parce qu'il est universitaire, mais qui peut être réalisé par d'autres, qui est l'appui au système de santé de base et aux activités de développement intégré, qui est la formation du personnel de santé et l'existence de recherche, le développement de recherche appliquée. À l'époque, le CEMUBAC est essentiellement présent à l'ouest, à l'est de la République démocratique du Zaïre à l'époque, autour du lac Kivu, et à Luiro, il y a un petit hôpital pour enfants, mais il y a aussi tout ce projet de lutte contre le goitre à Guémena, et avec une cellule du CEMUBAC à Kinshasa. Le problème principal rencontré, il faut vous dire que, j'ai oublié de vous le dire, à l'époque, donc, le CEMUBAC était dirigé par le professeur Wyss, pédiatre, et nous avions la possibilité, en tant que jeunes médecins œuvrant en pédiatrie, de pouvoir faire notre stage à Luiro. Ça date des années 70. Et le président en était le professeur Jobat.
Et un des problèmes de santé publique rencontrés essentiellement dans cette région du Kivu est le problème de la malnutrition. Alors vous voyez ici au centre un enfant marastique et des deux côtés des enfants qui sont kwashiorkor. Alors ce problème est très important sur le plan santé publique, sa prévalence est très élevée et dans les formes les plus graves, voilà un enfant marastique qui avait, si mes souvenirs sont bons, 10 ans et qui pesait 10 kilos. Et voilà ici un enfant kwashiorkor, rempli d'œdème, le kwashiorkor étant un terme ghanéen qui signifie maladie du sevrage. Donc cette maladie survenait essentiellement lorsque l'enfant était sevré, c'est-à-dire en milieu rural dans ces régions-là, entre 18 et 24 mois. Monsieur Wyss avait développé un petit centre, un petit dispensaire qui était devenu un petit hôpital pour enfants en malnutrition, et vous avez ici une photo de ces enfants qui sont nourris et qui se nourrissent essentiellement du plat familial. Je vous parlerai plus tard de l'évolution du type d'alimentation que l'on donnait à ces enfants. Très rapidement, de façon extrêmement synthétique, l'approche que l'on pouvait développer en termes d'ONG, l'approche d'un santé publique se fait de façon très synthétique, soit verticale. On définit un problème, on élabore un modèle, on identifie les actions et on organise des programmes. C'est le programme de la tuberculose, c'est le programme élargi de vaccination, etc. Soit on a une approche type horizontale, c'est-à-dire on décide de prendre en charge l'individu et la communauté en développant, en organisant et en rationalisant des services de santé proches et accessibles à tous. Le terme d'accessibilité est très important puisqu'il s'agit aussi essentiellement d'accessibilité géographique, un hôpital et des dispensaires proches des gens, mais d'accessibilité culturelle, d'accessibilité financière aussi, comment financer tous ces soins avec l'existence de mutuelles et autres par exemple. Monsieur Wyss avait à l'époque décidé d'aborder une approche plutôt de type vertical pour essayer de résoudre le problème de la malnutrition et de l'étudier surtout, et avait défini un certain nombre de modèles. Je vous en donne qu'un, mais il y en a quelques d'autres modèles, où vous voyez ici que l'état nutritionnel du nourrisson dans cette région du Kivu est influencé d'une part par le fait qu'à la naissance le poids est peut-être insuffisant. Il y a tout le rôle de l'apport nutritionnel et bien sûr en premier lieu du lait maternel. On vient de parler beaucoup du sein, mais heureusement, si je puis dire, le sein a d'autres fonctions et vous verrez qui sont très importantes. Et puis il joue sur cet état de santé essentiellement les infections. À l'époque, la rougeole reste extrêmement préoccupante et meurtrière. Les infections comme la gastroentérite, et on ne connaît pas encore tout à fait les selles de réhydratation, et les parasitoses dont la malaria. À l'époque, et ce sont des modes, mais ce sont des modes qu'il faut rappeler, les interventions sanitaires sont des interventions sanitaires sélectives. Donc Walsh et Warren les décrit très bien en 1977, mais l'UNICEF aussi les soutient. On développe des activités de type vertical, on vaccine les enfants, on vaccine les femmes enceintes, on s'efforce de promouvoir l'allaitement maternel, on donne de la chloroquine si l'enfant a de la fièvre et on pratique la réhydratation orale, ça c'est vers la fin des années 70. L'UNICEF soutient également ces programmes verticaux et le gros financement existe pour l'existence de ces programmes verticaux. La surveillance de la croissance, dont on saura 20 ans après que c'est certainement la plus grosse dépense inutile qu'on ait jamais fait dans les pays en voie de développement, mais aussi la réhydratation orale, la promotion de l'allaitement maternel, la vaccination, les suppléments alimentaires et le planning familial. Si on retourne ici, on s'aperçoit en effet que améliorer la santé de l'enfant, vous voyez au centre, bien, si on améliore les apports nutritionnels et l'allaitement maternel, c'est au-dessus. Si on pratique le planning familial, on espace les naissances et donc le poids de naissance des enfants devient plus important. On vaccine contre la rougeole, on pratique
les sels de réhydratation et on lutte contre la malaria. Les programmes, tous ces programmes verticaux mis en place devraient pouvoir en effet réduire la malnutrition dans cette région du monde. Aussi, les soins pratiqués à cette époque sont des soins de santé de base dans les hôpitaux, des soins spécifiques à l'UIRO, l'étude de la réalimentation de ces enfants, les programmes verticaux essentiellement dans le cadre des consultations prénatales et de nourrissons, et la lutte contre les grandes endémies, notamment la carence iodée et le goitre, mais aussi épidémie, et je me souviens de la lutte contre le choléra en 1978, choléra qui avait beaucoup touché cette région d'Afrique centrale, et ce pour la première fois. Tout ça faisait partie du travail des ONG qui étaient sur place. Alors, j'ai travaillé pendant 3 ans sur Idjoui, l'île au milieu du lac Kivu. J'étais le seul médecin, il y avait 50 000 habitants. Donc forcément, on est assez limité dans nos moyens et dans nos types d'activités, mais on avait essentiellement, pour vacciner contre ces enfants, vacciner les femmes enceintes, on développait des consultations de nourrissons, des consultations prénatales, et c'était d'ailleurs généralement les mêmes femmes qui, après avoir été à la consultation prénatale, retournaient à la consultation de nourrissons, et ainsi de suite, puisqu'elles avaient en moyenne 7 enfants pendant leur période de fécondité. Quand on est proche évidemment de ces personnes, on a une vision un peu particulière des choses. Et à l'époque, les recherches pratiquées par l'ONG tournaient autour d'une part de la physiopathologie des problèmes nutritionnels, les carences protéiques, les carences iodées, les carences en oligo-éléments. J'ai peur d'oublier quelques collègues, mais M. Viard, par exemple, M. Fondu, M. Brasseur, M. Goyens, j'en oublie, excusez-moi, on fait des travaux remarquables sur la physiopathologie, M. Bouton, M. Janssen, Mme Janssen, sur la physiopathologie de ces problèmes à l'UIRO. Et puis, on a abordé aussi ces aspects, les problèmes rencontrés dans cette région par des approches de santé publique, notamment les enquêtes de consommation alimentaire, les études d'évaluation de l'état nutritionnel et les études de l'allaitement maternel dont je vais vous parler un peu plus. La formation, à cette époque, est assez limitée à l'obtention de bourses et à l'envoi de collègues zaïrois en Europe pour y suivre des formations complémentaires telles pédiatrie, gynéco-obstétrique et puis plus tard santé publique. Quand on pratique les consultations de nourrissons, les consultations prénatales, on est bien placé évidemment pour voir tous les jours un grand nombre d'enfants et repérer les choses qui nous intéressent, et notamment puisque le kwashiorkor était une maladie du sevrage, on voulait savoir jusque quand il y avait allaitement maternel et si ces allaitements maternels étaient de qualité. Alors voilà une étude, ici vous voyez les lignes horizontales, les lignes horizontales, ce sont les enfants qui sont nourris exclusivement, et vous voyez qu'à les petites barres verticales en dessous, c'est 6, 12, 18 mois. Vous voyez qu'à 6 mois, il y a encore 30 enfants qui sont nourris, 30% des enfants sont nourris exclusivement, et vous voyez que c'est à partir de 12 mois seulement qu'il commence à y avoir quelques enfants qui ne sont plus nourris au lait maternel. En ville, la situation est un peu différente puisque l'abandon de l'allaitement maternel pur est plus rapide, et vous voyez qu'à 6 mois, il y a déjà 10% des enfants qui ne sont plus nourris au lait maternel. Quand on est évidemment proche de la population et proche de ces familles, on peut observer parfois des situations tout à fait particulières, et un élément déclenchant pour la suite de mes recherches personnelles a été l'observation de cette femme, vous voyez, qui est au centre et qui est une femme, qui est la première femme que l'on a rencontrée, qui est Bwaki, qui est kwashiorkor, alors qu'avant le kwashiorkor était décrit chez des enfants. Et surtout, l'enfant allaité qu'elle a dans ses bras est un enfant de 12 mois qui lui aussi est Bwaki. Alors ça, c'est évidemment contraire à tout ce qu'on nous a enseigné, y compris dans nos facultés, puisque le Bwaki ne survenait que chez les enfants
en sevrage, c'est-à-dire qu'il n'était plus nourri au lait maternel. Et donc à partir de ce moment-là, on a développé, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, un certain nombre d'études. On a pris par comparaison, c'est toujours intéressant, les enfants bien nourris, de femmes allaitantes bien nourries. Voilà une femme de Bukavu qui a un bébé qui est en parfaite santé, et vous avez là des signes d'acculturation, puisque vous voyez qu'il fait chaud, il fait très bon, mais l'enfant porte un bonnet de laine et une petite veste de laine, car c'est comme ça que l'on fait dans nos pays. Son mari revenait certainement d'études faites en Belgique. On a fait des tests, ce qu'on appelle des tests de sécrétion lactée, c'est-à-dire pendant 24 heures, l'enfant et la mère étaient dans un dispensaire, ils pouvaient vaquer à leurs occupations, mais chaque fois que la maman voulait donner le sein, l'enfant était pesé convenablement emmailloté avant et après. C'est donc une méthode qui est nullement agressive et que l'on conseille encore aux mères dans nos pays. Et on a comparé 750 femmes du milieu urbain à 750 femmes du milieu rural. On aurait pu en prendre beaucoup plus, car une fois qu'on s'occupe des couples mère-enfant, l'adhésion est totale avec le médecin. Bon, les cliniciens connaissent bien ça, c'est plus facile évidemment de faire des observations auprès d'une population dont on s'occupe, bien entendu. Alors, vous voyez, en milieu urbain, le poids de taille au carré est de l'ordre de 22 à 24 et en milieu rural, il est de l'ordre de 20 à 21 en moyenne. Le taux d'albumine sérique, qui est un indicateur de la malnutrition protéique, est plus bas en milieu rural qu'en milieu urbain. Et ce qui est très important, c'est que dans tous milieux ruraux, dans toutes les études faites en Afrique en tout cas, il y a toujours des variations saisonnières qui sont très importantes, puisque à un certain moment, l'apport en protéines tend à diminuer. C'est au Kivu, c'est en septembre, octobre, novembre. La saison sèche, c'est juin, juillet, août. Les familles terminent la consommation de leur récolte du mois d'avril-mai, et elles doivent travailler au champ dès le début de la pluie, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. Elles doivent travailler énormément au champ, ce sont les femmes qui travaillent au champ, et elles ont relativement peu à manger. Donc c'est une période très difficile pour ces populations-là. On le voit d'ailleurs au niveau de l'hospitalisation, il y a un plus grand nombre de femmes, d'enfants qui sont hospitalisés à cette période. C'est intéressant aussi de constater que et simplement par observation, tout ce qui est présenté là se fait par observation, mais avec une certaine rigueur, de voir que en milieu rural, lorsque l'enfant est allaité, il y a à peu près 20 à 41% de contact entre l'enfant et la mère, et entre l'enfant et sa famille, mais dès que l'enfant est sevré, l'enfant est pratiquement abandonné dans la case familiale. Et la mère se retrouve sans enfant. Et ceci, vous allez comprendre évidemment pourquoi, parce que les travaux au champ prennent énormément de temps, parce que la mère, dans ces conditions, ne peut plus porter l'enfant sur son ventre ou sur son dos. Elle a malheureusement d'autres charges bien plus importantes. J'avoue avoir essayé de porter ce sac, il n'y est pas arrivé à l'époque, j'avais 40 ans de moins. Et voilà un autre exemple, ce sont les femmes qui font les travaux du champ. Quand on travaille dans une ONG, on est évidemment bien placé pour se rendre compte de tous ces problèmes de la vie quotidienne et de la vie des gens en milieu rural. Et bien dans ces conditions, la quantité de lait observée est, vous voyez, très fortement diminuée en milieu rural par rapport au milieu urbain. Alors qu'on est autour de 6 à 700 cc de lait par 24 heures, ce qui est la moyenne observée dans d'autres pays dans le cadre de cette étude de l'OMS, ici, en situation de pauvreté, de malnutrition, la femme allaitante ne sécrète plus que 300 à 400 cc de lait par 24 heures. Cette quantité de lait reste la même qu'elle donne ou pas des compléments alimentaires, puisque en général, elle donne le sein et puis elle donne des compléments alimentaires, ce qui est différent de chez nous, ou ce qui était différent de chez nous, où la maman donnait généralement des compléments alimentaires et puis le sein, et dans ces conditions, la quantité de lait tendait à diminuer très rapidement.
Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que la croissance de ces enfants, vous voyez la dernière ligne en dessous, la vitesse de croissance de ces enfants, tant en taille qu'en poids, est ralentie par rapport à la croissance des enfants du milieu urbain et aussi ralentie par rapport aux normes de référence qui étaient utilisées à l'époque, qui étaient des normes de référence d'enfants des États-Unis. Mais on sait maintenant que ces enfants, pour la plupart, n'étaient pas allaités. Et depuis lors, l'OMS a rectifié le tir et on a maintenant des courbes d'enfants allaités qu'on recommence à utiliser chez nous en Europe. Alors que pendant 40 ou 50 ans, on a utilisé essentiellement les courbes de Graffard qui étaient aussi faites sur des enfants qui n'étaient pas allaités. Le taux d'albumine de ces enfants est bas et surtout quand on observe le suivi de ces enfants, il ne s'agit pas d'une observation purement académique. Quand on observe le suivi de ces enfants, vous voyez qu'en milieu rural, malheureusement, la disparition de certains de ces enfants, la mortalité est beaucoup plus élevée qu'en milieu urbain. Ça n'empêche pas de continuer à observer des enfants qui, comme celui-ci, sont allaités, mais avec une situation, on voit l'œdème au niveau des pieds, de coiffure-corps, et au niveau, pour les plus grands enfants qui continuent à être allaités, si l'enfant a eu malheureusement, parce qu'on a introduit des compléments alimentaires et on a bien montré que ces compléments alimentaires étaient riches en microbes, ces enfants font des gastro-entérites et sur gastro-entérites ils développent un marasme. Cela dit, l'étude réalisée à Luiro et à Kigali avec notre collègue Lepage a montré que quelle que soit la pathologie pour laquelle les enfants étaient hospitalisés, le fait d'être allaité réduisait la mortalité en intra-hospitalier, que ce soit à Kigali ou à Luiro. Donc il valait mieux être allaité même dans de mauvaises conditions que de ne pas l'être, car le taux de mortalité allait être beaucoup plus élevé si on n'était pas allaité. Voilà, et quel que soit l'âge, voilà, c'est une étude qui a été faite à Kigali avec Philippe Lepage. Cette diapositive de Crépuscule, parce que cette situation où nous pouvions faire à travers l'ONG des études de physiopathologie, parce qu'on avait le soutien et l'appui de l'université, et où la démarche de santé publique était essentiellement une démarche de programmes verticaux, cette situation a été changée parce que la DGCD ou la GCD à l'époque, en conformité avec la volonté du gouvernement zaïrois, a souhaité qu'on ne développe plus de programmes verticaux, mais bien des programmes horizontaux. Et par ailleurs, on reprochait à l'époque à M. Wyss d'utiliser de l'argent de développement pour faire de la recherche. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, est-ce que c'était vrai ou pas, mais en tout cas, ce reproche avait été annoncé. Et surtout, la DGD voulait que l'on fasse des programmes horizontaux. Et en effet, c'est l'époque, dans les années fin des années 70, le développement de ce qu'on appelle les soins de santé primaire, l'OMS en 77, la déclaration d'Alma-Ata en 78, avec la volonté de développer des activités de soins, activités de développement, proches des gens. Donc développement d'hôpitaux et de dispensaires proches des gens, avec des programmes d'action bien sûr, mais avec la volonté de développer des stratégies d'organisation, stratégie d'ailleurs que j'ai encore retrouvée il n'y a pas si longtemps dans les documents que la santé publique envoie à nos médecins généralistes, des soins globaux, des services permanents, des services polyvalents, décentralisés, avec efficacité, efficience bien sûr, mais aussi participation de la communauté, donc souhait qu'il y ait des représentants de la communauté qui s'intéressent au développement de cette politique de soins de santé primaire et qui continuent peut-être à évaluer ces activités. Dans les soins de santé primaire, il y a 8 composantes minimum, il y a l'éducation à la santé, il y a la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, il y a bien sûr la protection maternelle et infantile. Bien évidemment, la protection maternelle et infantile dans ces pays-là recouvre beaucoup plus que 50% de la population, puisque soit ce sont des mères, soit ce sont des enfants, que les adultes fréquentent peu les services de santé, et l'approvisionnement en eau saine.
avec aussi les programmes de vaccination, la prise en charge des affections courantes, la lutte contre les maladies transmissibles et la fourniture de médicaments essentiels. Le CEBUBAC s'implique alors dans les soins de santé primaire. L'université m'en confie la responsabilité en 1985 et on développe la politique souhaitée par la République démocratique du Zaïre et par bien d'autres pays d'ailleurs, qui est cette politique des soins de santé primaire. Outre les soins, je ne vais pas revenir sur ce point, on développe l'adduction d'eau. Et les études ont montré que, bien évidemment, dans les villages où on pouvait développer l'adduction d'eau, il y avait une diminution de l'incidence des gastro-entérites auprès de ces enfants. Tout ceci est assez banal, mais on le faisait, on le fait encore dans le cadre de l'ONG avec une certaine rigueur. On construit des centres de santé. Ceux qui ont été à Albéro se rappellent de M. Bagalois, qui était le responsable des travaux à l'époque. Et puis, on développe aussi un projet BICA, qui est un projet de développement piscicole et agronomique, pour apporter de l'alimentation aux enfants qui sont hospitalisés dans l'hôpital de Luiro. Donc, on s'implique à fond dans les programmes de développement. Ça ne nous empêche pas d'essayer de continuer à faire de la recherche, mais avec des subsides extérieurs aux subsides de l'ONG. Donc, chaque fois une gymnastique importante pour essayer de sortir des ghettos institutionnels et de trouver des financements pour que nos collègues puissent faire des activités de recherche. Activités de recherche qui sont toujours conduites en relation avec les problèmes rencontrés sur le terrain. Donc ici, l'amélioration de la prise en charge hospitalière. M. Bawere Paloukou a travaillé pendant 10 ans et a réduit progressivement la mortalité intra-hospitalière qui est passée de l'ordre de plus de 20% de l'ordre de 10%. La démonstration d'importance de la carence en vitamine A et le fait que l'on a rajouté des petites doses de vitamine A par rapport aux grosses doses qui à l'époque étaient préconisées par l'OMS. Et maintenant, dans le protocole de l'OMS, on parle de petites doses de vitamine A. La prise en charge communautaire, qui est liée à l'évolution de la prise en charge de la malnutrition, puisque maintenant on dispose de produits riches en énergie, qui sont des produits secs et qui peuvent être donnés en dehors du milieu hospitalier. D'autres, vous voyez le dernier point, l'adéquation du système de santé des districts en situation critique. Nous avons connu à Goma et dans les environs évidemment une situation catastrophique avec la présence des réfugiés à la suite de l'événement du Congo l'événement du Rwanda en 1994. Il y a eu une affluence de réfugiés, une affluence de la médecine d'urgence, avec bien sûr une certaine déstructuration entre la médecine de développement et la médecine d'urgence. Ça pourrait faire l'objet de nombreux sujets d'études. Les recherches et formations, croissance, prévention de la morbidité de mon regretté ami Tonglé et la réduction de la mortalité intra-hospitalière à Goma. À ce moment-là, on doit travailler pour la recherche avec des subsides hors ONG, bien sûr, et cette recherche utilise essentiellement des méthodes épidémiologiques et statistiques pour l'étude des problèmes de santé et l'organisation des systèmes de santé. J'en termine avec le fait qu'en 1996, il y a eu, sur le plan de la coopération universitaire, une révolution relativement importante, puisqu'avant, la coopération universitaire se limitait à envoyer des professeurs belges donner des cours dans le cadre des institutions universitaires du Sud. Mais il y a eu, en 1996, une modification de cette coopération universitaire et qui a développé un certain nombre de programmes. Alors, le programme de la CUI, c'est l'appui à un certain nombre d'universités du Sud, dont par exemple Kinshasa, Ouagadougou, le développement de projets interuniversitaires ciblés, ce qu'on a appelé les PIC, qui c'était des programmes de formation ou des programmes de recherche, développés en collaboration avec nos collègues du Sud, des pôles de formation spécialisés qui sont des pôles de formation
dans certains domaines qui sont développés dans les pays du Sud, dans les universités. On est toujours au domaine universitaire. Donc, coopération universitaire, on reste dans le cadre des universités. On ne peut pas financer des activités d'ONG, bien entendu. Formation, recherche et sensibilisation, ce sont des actions du Nord. La création de programmes de formation dans le Nord, formation complémentaire, mais aussi la sensibilisation, par exemple, l'envoi de nos jeunes étudiants dans des institutions universitaires pour être sensibilisés aux problèmes rencontrés dans ces pays. L'octroi de bourses et bien sûr un programme de frais de formation pour financer nos universités. J'ai eu la chance donc de connaître cela et puis même de présider la CUD en 2003. Et dans les années 96-97, nous avons mis sur pied 2 maîtrises complémentaires avec tous ces projets sont interuniversitaires, ça aussi c'est très intéressant, puisqu'on peut regrouper les compétences dans tel ou tel domaine. Un projet sur le santé et développement et un projet sur les méthodes épidémiologiques et statistiques, formation en méthode épidémiologique. Ça se passe en Belgique. Mais peut-être plus intéressant encore, c'est que grâce à ces programmes PIC, on a pu développer des programmes de formation ou de recherche dans les pays mêmes. Et je me souviens par exemple du Burkina Faso, on l'a vu tout à l'heure, la genèse de ces programmes se fait parce qu'on rencontre des collègues dans des congrès, parce qu'on se fréquente dans les hôpitaux ici ou là-bas. Et donc, mes collègues du Burkina estimaient qu'on parlait très peu de la malnutrition dans leur formation de base en médecine. Et de fait, la formation de base en médecine est faite, l'enseignement en tout cas, a été tiré du livre de Gentilini. L'Afrique de l'Ouest a tiré parti de ce livre. Il y a 950 pages sur la médecine tropicale, dont 14 pages sur la malnutrition. Quand on sait que la malnutrition est responsable de plus de la moitié de la mortalité des enfants dans les pays en voie de développement, évidemment, on se rend compte que c'est insuffisant. Et donc, avec l'aide de ses collègues du Burkina Faso, on a créé un module sur la nutrition et la santé publique avec des stages dans les hôpitaux, de façon à avoir une influence plus grande sur les médecins qui sortaient de la faculté de médecine. Au Sénégal, on a créé un projet d'appui à la formation des doctorants en nutrition et à Lubumbashi, un programme d'appui sur la formation en méthode épidémiologique et méthode statistique. Voilà, à travers la CUD, j'ai d'ailleurs rencontré d'autres projets tout à fait intéressants aussi, et qui, notamment par exemple, je me souviens d'un projet interuniversitaire sur l'anesthésie, où nos collègues, c'est toujours en interuniversitaire, allaient au Cotonou à Bénin et aidaient les collègues béninois à former des anesthésistes pour l'université, mais aussi anesthésistes pour les centres de santé et les dispensaires. Et donc, voilà un exemple d'une formation qui part d'une formation universitaire et qui irradie vers les dispensaires et donc vers la médecine humaniste. Voilà, je vous remercie de votre écoute.